Nouveau journal Suéden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, une interrogation, que reste-t-il de la conférence des forces vives de la nation? Cette question a fait l'objet d'une table ronde ce matin à la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. L'Algérie connaît enfin l'auteur de l'attentat de Constantine du dimanche dernier. Le groupe État islamique, EI, l'a revendiqué ce lundi. Destination Vietnam pour le couple impérial japonais. L'empereur du Japon et son épouse ont quitté l'archipel ce mardi pour rejoindre le Vietnam. Ils vont y rencontrer les familles des ex-soldats japonais. Que reste-t-il de la conférence nationale des forces vives? Cette interrogation est sous les feux de l'actualité. La FADESP, faculté de droit et de sciences politiques de l'UAC, s'intéresse à l'héritage de cette rencontre historique qui a eu lieu du 19 au 28 février 90 au Bénin. Pour animer la table ronde de ce matin, Maître Robert Dossou, président du comité préparatoire de cette conférence d'il y a 27 ans. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures grâce à Ariti Setin. Ajoutons que cette conférence des forces vives de février 90 est à l'origine de l'instauration au Bénin du renouveau démocratique. Je vous emmène maintenant sur une route du Bénin. Il s'agit de la voie Kassato-Boycon. Une partie de cette voie, vous le savez peut-être, est à sens unique. Pas de tronçon à double sens entre Missé-Saint-O et Glodjibé. Une étroitesse de la voie qui engendre nombre de problèmes à ses usagers. Quel risque court-il réellement à l'emprunter? Question pour Freyus Serplan et Denis Marouya. Tronçon Missé-Saint-O-Glodjibé est une portion de la route à Kassato-Boycon dont le lot 1 des travaux a été livré le mardi 11 août 2015. Cette réalisation, qui devrait être un soulagement pour les usagers, est depuis quelque temps décriée du fait des nombreux accidents observés sur ce tronçon. Pour les riverains, cette voie serait trop exiguë. Une descente sur le terrain permet de constater les difficultés liées à l'étroitesse de cette voie. Ce tronçon devrait normalement être une double voie, mais finalement, ils n'ont réalisé qu'une partie. Maintenant, sur cette seule voie qui est exiguë, les dépassements mal négociés conduisent les usagers à cogner le trottoir. La fois dernière, un car est passé sur un individu, causant sa mort. C'est pas du tout praticable, quoi. Les accidents sont fréquents, les risques sont multiples et c'est ça, c'est ce à quoi on est exposé. Ma maison est juste à côté là, donc ce qui se passe au bord de la voie, on voit ça souvent. Outre l'étroitesse de cette voie qui favorise les accidents sur le tronçon Missé-Saint-O-Glodjibé, les riverains mettent en cause d'autres facteurs qui augmentent les risques qu'on court à emprunter ce tronçon. D'abord, de ce côté, il y a un parc là. Là-bas aussi, un autre. Et à Djagbo aussi, il y a aussi le parc Sobemap. Donc la sortie des Titans, parfois, ça cause beaucoup de danger à ceux qui viennent de là-bas et ceux qui viennent de ce côté aussi. Ceux qui sont à Vive-Allure, parfois sont surpris par la sortie des Titans et pour freiner, c'est souvent, bon, c'est la panique, quoi. Les jeunes qui conduisent mal, bon, soit ils sont pressés, moi je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Vous voyez que, bon, là où il y a les trottoirs, les bordures sont un peu élevées. Et quand bien on a envie de monter pour donner de l'espace à ceux qui sont de l'autre côté, il y a souvent des problèmes, c'est difficile de monter. Donc parfois les motos glissent et on tombe. C'est ce trottoir au milieu qui gêne les gens et ils tombent et meurent. Je vous en prie, dites aux autorités de nous trouver une solution pour cette voie. Il ne reste aux usagers de cette voie Missé-Saint-O-Glodjibé qu'à faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Éducation, il vient à peine de s'achever. Il s'agit des congés de détente, des congés qui n'ont duré que 96 heures selon le calendrier 2016-2017. On est loin donc des 10 jours que duraient ces congés. Cette réduction de la période des congés a, vous vous en doutez, suscité des réactions, n'est-ce pas, Antoinette Sago?
Du mercredi 22 au dimanche 26 février 2017, soit 4 jours de repos, apprenants et enseignants du Bénin ont bénéficié des congés de détente. Au lieu de 10 jours les années antérieures, ces derniers ont été contraints de respecter le nouveau calendrier scolaire qui impose 4 jours, soit 96 heures de repos. Une décision du gouvernement. Certains écoliers la déplorent. Pour les congés de détente, j'avais une semaine. Cette année, j'ai eu 2 jours de congé de détente. Je trouve que c'est pas normal. Parce qu'ils ont réduit la semaine du congé de détente. Ça m'a empêché de bien me reposer et de jouer avec mes amis. D'autres, par contre, approuvent cette décision. Oui, j'étais contente parce que quand je viens à l'école, je travaille. Certains enseignants pensent que les congés de détente qui sont réduits auront des impacts sur la survie des cours. Les conséquences, d'abord, les enfants, après une certaine période de travail, il faut un repos, un temps de relaxation. Donc, je ne sais pas si les 2 jours là, pendant ces 2 jours, ça suffit largement pour les enfants de recréer un vide dans la tête pour reprendre et suivre correctement. Et pédagogiquement, ça va agir sur eux. Rémi Missehungbe, directeur d'école du groupe C à Séké Sud, tente de donner les raisons qui ont amené le gouvernement à réduire ses congés de détente. On nous disait que les partenaires auraient souhaité que le temps de travail soit rationnellement exploité, rationnellement utilisé. Je crois que c'est dans cette optique que le ministre, ensemble avec les syndicalistes, ont arrêté les 48 heures de congés de détente. C'est que c'est à partir de la rentrée prochaine où les activités pédagogiques seront lancées dès le 18 septembre, que le temps de travail sera rationnellement occupé et qu'on aura peut-être droit à 1 semaine de congé de détente ou à 2 semaines de congé de Noël ou de congé de Pâques. Toutefois, cette décision n'est pas sans conséquence sur la reprise des cours. Quand on revient des congés, il y a forcément des enfants qui s'absentent. C'est-à-dire des enfants qui estiment que le congé n'est pas suffisant et qui continuent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 absents là. On a senti une certaine nonchalance au niveau des enfants et ça montre effectivement que les congés n'ont pas été profitables à leur niveau. Les apprenants formulent des doléances à l'endroit des autorités en charge de l'enseignement. L'année prochaine, je souhaite que le congé de détente soit de 1 semaine. 1 semaine de congé de détente, c'est le souhait des élèves. Et puisque c'est le retour des classes, les apprenants sont invités à une assiduité pour terminer en beauté le second semestre. Et on le rappelle, les congés de détente viennent donc juste de s'achever. Santé, le gouvernement béninois vient de lancer une nouvelle lutte contre la vente des faux médicaments. Nom de code de l'opération Pangea, une opération menée la semaine dernière et qui a engendré la destruction du célèbre marché d'Adjegunle. Quelques jours après son déroulement, nous sommes allés sur les lieux et vous allez le voir, l'émotion liée au passage des forces de l'ordre y est encore vive. Des magasins fermés, d'autres ouverts mais vides et des cartons de médicaments jonchant le sol. Nous sommes à Adjegunle, centre névralgique de vente illicite de produits pharmaceutiques, quelques jours après la phase répressive contre les faux médicaments engagée par le gouvernement béninois. L'émotion est vive et la tension palpable ici à Dantokpa. Comme un mot d'ordre, aucune commerçante n'est prête à faire face à la caméra. Mais ce commercial garde encore le souvenir du passage des forces de sécurité publique. Oui, moi j'étais en train de faire mon travail quand j'ai constaté que ils avaient bloqué les entrées un peu partout. Donc après ça, ils cassent, ils ramassent les médicaments. Mais vu comment les choses se passaient, nous on s'est sentis un peu frustrés. Plus que frustrés, Dean est en colère et pour cause. Mais depuis le vendredi, on nous a gardés jusqu'au samedi. Mais jusqu'à actuellement, maintenant, ma maman est là-bas, mon grand frère est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne disent rien d'intéressant. Mais sauf venir casser la boutique des gens, sont en train de ramasser leur argent sur ça. Pourquoi faire tout ça en train de les arrêter sur ça? Qu'est-ce qu'il veut? Maintenant qu'ils n'ont qu'à les lâcher. Pourquoi l'inflation veut les arrêter? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut. L'exercice illégal de la profession de pharmacien est en effet puni au Bénin par les amendes et ou des peines d'emprisonnement. Et si ces dispositions sont prévues, c'est bien pour protéger les citoyens qui courent beaucoup de dangers selon le syndicaliste Théophile Dossou de l'unité CNHU qui parle également d'un avenir radieux pour le système sanitaire avec l'application des tests en vigueur. Les faux médicaments tuent plus vite que les maladies.
Quand vous allez au service de dialyse au CNHU, vous allez trouver beaucoup de Béninois qui sont aujourd'hui dialysés parce que c'est les faux médicaments qui les ont rendus des malades de dialyse. Si l'opération est différemment appréciée par les uns et les autres, tous s'accordent sur la nécessité de poursuivre la lutte. Les vrais coupables, ils sont ailleurs. Les vrais coupables sont ailleurs. Mais les bonnes dames, les pauvres citoyens qui se disent qu'en faisant ça, ils vont trouver de quoi manger avec leur petit foyer, se sont pris au piège finalement. Donc en tout cas, je sais que notre président, M. Patrice Talon, il a du cœur. Je sais qu'il va essayer de voir comment faire pour que tout le monde, en tout cas, se sente un peu à l'aise et que beaucoup ne se sentent pas lésés dans cette affaire. Les faux médicaments, c'est des gens qui les amènent au pays. Il y a des hauts perchés dedans, de grandes personnalités dont les noms sont cités au Bénin. Alors je veux bien qu'on saisisse les médicaments et qu'on fasse disparaître ce quartier du marché d'Antokpa et d'ailleurs, mais qu'on tienne vraiment compte des hauts responsables qui alimentent le marché. Sinon on n'aurait rien fait. La drogue est combattue au plan mondial, mais elle n'a jamais disparu de la planète. Pour Théophile Dossou, une politique d'harmonisation des prix s'impose aussi dans le secteur pharmaceutique. Pour la même spécialité pharmaceutique, vous allez dans une pharmacie et vous trouvez peut-être que c'est à 1400, ce médicament X. Vous allez ailleurs, vous trouvez que le médicament est à 1600. L'État n'a qu'à faire un effort pour que tous les pharmaciens de ce pays parlent le même langage en matière de prix. En matière de qualité, vous allez dans des pharmacies qui ne sont pas climatisées. Vous allez dans des pharmacies où il n'y a même pas un brasseur. Vous allez dans des pharmacies où quand vous prenez la boîte, elle est grossie de poussière. Elle grossit de poussière, donc elle est tapie de poussière. C'est anormal qu'on aille payer son médicament à la pharmacie et qu'on sente que la boîte est sale. Outre les différentes répressions, une sensibilisation à l'endroit des Béninois qui s'approvisionnent sur le marché noir est nécessaire pour désormais se procurer en générique à des prix bas dans les centres agréés. Le gala de charité de l'ISEP, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, on en parle encore. Je vous le disais hier, l'ISEP a organisé cette activité ce samedi afin de collecter des dons dans le cadre de la mise en place d'une école de la vie. Mise en place de l'embryon de l'école de la vie d'où sortiront les adultes droits et heureux de demain. C'est la mission que s'est assignée l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP en initiant ce samedi 25 février 2017 un gala de charité à la salle Vivo à Benin Marina Hotel. 3 moments forts ont marqué ce gala de charité. Le premier fait de témoignage des étudiants de l'ISEP de Porto-Novo et de Cotonou sur les qualités du maître qu'est Justin Dongbaoundé. Le deuxième moment fort de cette soirée est la distinction honorifique des personnalités et institutions du Bénin qui incarnent au vu de leur vécu certains des principes comme la fidélité, la vérité, la modestie dans les plaisirs, la décence dans les mœurs. Enfin, le moment de charité où les étudiants et les invités ont mis la main à la poche, ont fait des dons en nature ou des promesses de dons. Vigile Akissou a porté la voix des étudiants de l'ISEP. Il est difficile de parler en quelques mots de l'ISEP. Il est difficile de parler de l'ISEP en quelques minutes parce que, vous le savez peut-être, l'ISEP éblouit de par sa luminosité, étonne de par son immensité et sécurise de par son ambiance et ses actions. À sa suite, plusieurs étudiants ou groupes d'étudiants de Cotonou et de Porto-Novo ont offert des présents à Maître Justin Dongbaoundé en signe de reconnaissance. Dans son discours, Justin Dongbaoundé a d'abord présenté l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP avant d'aborder les possibilités qu'il offre. Au niveau de l'ISEP, nous avons la possibilité de réactiver la mémoire. Or, réactiver la mémoire, il s'agit simplement, c'est une matière interne. C'est pas quand vous aurez pris suffisamment de miel, non. Ça ne joue aucun rôle. C'est pas quand on aura mis beaucoup de bagues, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. La mémoire, c'est une faculté interne à l'homme, mais qui dispose de 5 différentes portes d'entrée. Et il faut que les entrées soient ouvertes pour que l'information vienne se poser dessus. Mais si vous ne connaissez pas comment la mémoire fonctionne, vous allez boucher les portes, sans vous rendre compte que vous-même vous avez bouché les portes de votre mémoire, et vous allez continuer, même jeune, à chercher à savoir en frappant le front, mais où se trouve l'information et le souvenir.
Le maître a ensuite développé les raisons qui motivent le projet qu'est l'école de la vie, désormais comme défi de l'ISEP. Au cours de ce gala de charité, Albert Tevoidjere, Théodore Olo, Vincent Folly, ainsi que le maire Luc Atropo et Cap FM ont été élevés au rang de grands êtres pour la paix, grand accélérateur de l'humanisation du monde. Le maire Luc Atropo. Je remercie tous les collaborateurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. Merci à vous tous présents. Merci de me distinguer. J'espère que je suis à la hauteur de ce grand prix, mais je prends l'engagement de faire plus. Merci à vous tous. Merci et merci. Le gala de charité a permis à l'ISEP de bénéficier des dons qui serviront à la mise en place de l'embryon de l'école de la vie et de former, comme le souhaite maître Justin Dongbaoundé, des métaphysiciens accomplis non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique. École de la vie encore, quelle est la véritable mission de cette école? Réponse dans cette interview du fondateur de l'ISEP. Le gala de charité, c'est au niveau de l'ISEP ce que nous appelons une activité civile. C'est-à-dire nous essayons d'échanger autour d'un repas de confraternité, d'échanger avec nos compatriotes sur des sujets d'intérêt commun qui déterminent l'avenir du monde, déterminent l'avenir de nos pays et l'avenir de notre continent. Pour aujourd'hui, vous avez certainement constaté qu'il s'est agi de deux sujets essentiels. Le premier, c'est le courant de pensée métaphysique qui n'est pas très bien connu, autour duquel en fait nous avons échangé avec les participants à ce gala. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons le choix stratégique. Convenez avec moi que l'homme vit dans une souffrance, un peu comme dans un brasier de souffrance auquel il n'a pas de solution. Au niveau de l'ISEP, nous pensons qu'il faut une politique nationale de réhabilitation de l'homme qui lui permette d'avoir une existence paisible et heureuse. Le deuxième choix stratégique, c'est l'école de la vie. J'aime le dire, et beaucoup de nos concitoyens sont de plus en plus conscients, l'école classique actuelle, c'est une école qui a fabriqué des perroquets, une école qui a fabriqué des gens soumis, qui a fabriqué des gens qui n'ont pas d'initiative, quelles que soient les élucubrations intellectuelles de ci ou de ça, d'approche de ci ou de ça. Ce n'est pas une école adaptée à la vie. Nous avons les solutions. Et il s'agit de bâtir dans les toutes prochaines années l'embryon de cette école-là et faire une transition de manière à montrer aux hommes que cela est tout à fait possible aujourd'hui de faire autre chose. J'ai juste besoin de 13 ans de formation pour ces 3 premiers voyages. Les enfants qui vont sortir de cette école de la vie, 13 ans, après 13 ans de formation, ils auront 20 ans. Prenez maintenant les enfants que vous avez formés dans le système classique occidental. Mettez les enfants qui sont venus, moi, dans mon école de la vie. Un problème s'oppose. Mettez-les face à ce problème. Ce n'est pas évident que celui que vous avez formé dans l'école classique occidentale soit en mesure de résoudre le problème. Tel que ça se passe déjà, tel que ça s'est passé, nous avons la certitude que les uns ont entendu et vont en parler aux autres, et ensemble on se mettra encore autour d'une table pour essayer de regarder non seulement la retombée de ce que nous faisons maintenant, mais pour lancer encore d'autres projets. Actualité à l'étranger, le groupe État islamique EI revendique l'attentat déjoué de dimanche dernier à Constantine. Cela avait fait plusieurs blessés, dont un policier, celui qui a empêché le kamikaze de faire exploser sa ceinture, non pas dans le commissariat de Constantine, mais en dehors. L'État islamique ajoute que le terroriste avait nom Abu al-Hassan Ali. Son nom, Henry Eshiboko, il est footballeur des Kibera Black Stars, un club d'un bidonville du Kenya, un club qui s'apprête à jouer la 2e division kenyane et qui fait la fierté d'un quartier en proie à la pauvreté. Crampons aux pieds, maillot de l'équipe sur le dos, Henry Eshiboko est ailier gauche pour les Kibera Black Stars. Cette équipe est une fierté à Kibera, un des plus grands bidonvilles au monde, niché au cœur de la capitale kenyane.
Après 3 titres de champion en 3 ans, les Black Stars préparent leur entrée en 2e division. Henri joue au foot depuis qu'il est tout petit, mais il n'avait jamais imaginé qu'un jour il pourrait vivre de sa passion. Le foot, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre. Je peux aider mes parents grâce au foot. Cela représente tout pour moi, parce que je peux subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi aider ma mère et mon père. Plus de la moitié de la population de Kibera est au chômage et la plupart des habitants vivent dans une extrême pauvreté. Beaucoup ici survivent avec moins d'1 euro par jour. Grâce aux primes de match qui peuvent aller jusqu'à 22 €, Henri, lui, s'estime privilégié. Je suis chanceux parce que ici, à Kibera, tous les jours, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Certains n'ont même pas un shilling et ils doivent survivre comme ça. J'ai de la chance, je peux dire que j'ai de la chance. Alors que Kibera est davantage connu pour la criminalité, le trafic de drogue et la pauvreté, les Black Stars ont réussi à changer l'image du bidonville. Pour beaucoup, l'équipe est un modèle de réussite et une inspiration pour les jeunes générations. Je suis fier parce que nous sommes maintenant un symbole pour les gens, parce que Kibera a souvent une image négative. Donc nous essayons d'apporter de la lumière et de la positivité dans cet endroit où nous vivons. Et ça, c'est juste en jouant au foot et en gagnant nos matchs. Mais le succès apporte son lot de défis, principalement financiers. Grâce à différents sponsors, le club a pu récolter la moitié de la somme dont il a besoin pour les déplacements à travers le pays et un terrain aux normes de la 2e division. Mais maintenant que les matchs se joueront en dehors du bidonville, la majorité des fans n'auront pas les moyens de se déplacer pour soutenir leur équipe. Le couple impérial japonais s'est envolé ce mardi de l'archipel du Japon, direction le Vietnam. Ils vont y rencontrer les ex-soldats japonais et guérir les blessures de l'occupation du pays durant la Seconde Guerre mondiale. On ajoute que c'est pour la première fois que le couple impérial japonais va visiter le Vietnam. Lee Jae-yong est inculpé officiellement. L'héritier de l'empire Samsung, géant fabricant des smartphones, et plusieurs cadres de l'entreprise font l'objet d'une inculpation pour corruption dans le cadre d'un vaste scandale qui secoue la Corée du Sud. Culture, le carnaval de Rio s'est poursuivi ce lundi. Il y a eu récemment la seconde nuit des défilés des écoles de samba. Cela intervient au lendemain d'un accident qui avait terni ce carnaval dimanche. Un accident qui a provoqué la prise de certaines mesures dont nous parle le directeur de ce carnaval. C'est la première fois qu'un tel incident arrive. Il pleuvait et l'école avait une roue folle qui a glissé vers la droite avec la pluie, provoquant l'incident. Aujourd'hui, on a déjà pris une mesure restrictive en mettant des barrières là-bas pour empêcher les gens de rester là. Ici, il n'y a pas de trottoir. On va organiser une réunion avec le maire et les acteurs publics pour que l'on puisse faire des travaux d'ici l'année prochaine afin de protéger non seulement les écoles qui entrent avec leurs chars, mais pour protéger aussi le public et les professionnels qui travaillent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.